Bonjour et shalom pour ce premier magazine Israël au cœur du Moyen-Orient de l'année 2019 et qui va traiter du sujet assez brûlant de la décision par le président américain de retrait des soldats de Syrie. Alors le président Trump, l'hôte de la Maison-Blanche, a donc brusquement décidé de retirer les soldats de l'US Army, prise le 19 décembre pour des raisons internes, mais intervenant dans une situation très instable au Moyen-Orient. Cette annonce a provoqué, c'est le moins qu'on puisse dire, une onde de choc dans son administration. Ainsi, prenant de court son propre entourage et comblant d'ailleurs de joie les ennemis des États-Unis, Trump devait déclarer au matin du 19 décembre sur Twitter, en annonçant le retrait rapide des forces spéciales américaines stationnées depuis 2014 au nord de la Syrie. « Nous avons vaincu l'État islamique en Syrie », a-t-il dit. Ce fut ma seule raison d'y être pendant ma présidence. Nous avons gagné. Et d'ajouter dans une vidéo qui fut publiée un peu plus tard dans la journée, et il est temps pour nos troupes de rentrer à la maison. Nos garçons, nos jeunes femmes, nos hommes, ils rentrent tous et ils rentrent maintenant. Voilà 5 ans, devait ajouter la porte-parole de la Maison Blanche qui s'appelle Sarah Sanders. Elle devait ajouter que ce retrait effectivement fondé sur la victoire remportée par les États-Unis sur le califat irakien, le califat de l'État islamique qui s'étendait surtout en Syrie et en Irak. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà 5 ans, l'État islamique, ou Daesh, était une force très puissante et dangereuse. Or, à présent, les États-Unis ont battu ce califat territorial. Mais ces victoires sur Daesh ne signifient pas la fin de la coalition ni de ses campagnes. Nous avons entamé le retrait de nos troupes, mais les États-Unis et nos alliés restent prêts à se réengager à tous les niveaux pour défendre, si nécessaire, les intérêts américains. S'expliquant un peu plus tard, le lendemain en fait, sur Twitter, Trump devait quant à lui préciser à propos de sa décision, partir de Syrie n'est pas une surprise. Cela fait des années que je fais campagne pour cela. Et nous n'avons pas à rester là-bas éternellement. Les États-Unis veulent-ils être le gendarme du Moyen-Orient en n'obtenant rien d'autre que la perte de vies précieuses et des milliers de milliards de dollars en protégeant des gens qui, dans leur grande majorité, n'apprécient pas ce que nous faisons ? En fait, on pourrait dire aussi, sur le plan interne, que cette décision entame d'une certaine manière la campagne de Trump pour les présidentielles de 2020, et notamment, bien qu'il fût l'un des critiques les plus virulents du retrait américain d'Irak ordonné par son prédécesseur Barack Obama en 2011, lequel, je le rappelle, avait sapé l'influence des États-Unis sur le gouvernement al-Maliki d'Irak et amené la renaissance du djihadisme, dont l'avènement de l'État islamique. Eh bien, l'actuel hôte de la Maison-Blanche a pris cette décision au lendemain des midterms, en entamant ainsi sa campagne électorale pour les présidentielles de 2020. Et en effet, après avoir martelé en 2016 son principal slogan électoral « America First », l'Amérique d'abord, Trump estime que ce retrait sera très populaire au sein de l'Amérique profonde et lui voudra un soutien renouvelé de l'électorat. Toutefois, cette attitude de Trump envers les forces armées ne fait pas vraiment l'unanimité. Car si ce retrait de Syrie se concrétise, et il est prévu qu'il s'étale maintenant, non pas sur un mois comme annoncé au début, mais sur 4 mois, cela reviendrait à l'abandon de toute stratégie syrienne par Washington, les USA laissant donc la Russie comme seul maître du jeu moyen-oriental. Alors que le Pentagone reste, nous le disions, sceptique et que de nombreux analystes et stratèges américains considèrent que cette décision de Trump risque d'être plus catastrophique encore pour la région que l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien concocté en 2015 par Obama, d'autant que, selon eux, encore une fois, l'État islamique n'a pas été vraiment défait en Syrie, eh bien, le tremblement de terre de cette décision a provoqué aussitôt 2 démissions au plus haut niveau de son administration, l'administration Trump. Le 20 décembre, celle de son ministre de la Défense, James Mattis, suivie le 21 par celle de Brett McGurk, l'émissaire des États-Unis pour la coalition internationale anti-djihadiste, lesquels estiment tous deux que cette retraite ne défend pas les intérêts nationaux américains et qu'elle constitue même un dangereux lâchage des alliés des États-Unis, notamment Israël et les Kurdes. C'est ainsi que dans sa lettre de démission publiée par le New York Times, Mattis écrit ceci. « Il faut traiter nos alliés avec respect. Nous devons faire tout notre possible pour favoriser un ordre international propice à notre sécurité, notre prospérité et nos valeurs. Et nous sommes renforcés dans cet effort par la solidarité de nos alliances. » Fin de citation.
Cerise sur le gâteau de cette Amérique protectionniste, eh bien, la Maison-Blanche annonçait aussi concomitamment, au même moment, au soir du 20 décembre, le retrait de la moitié des 14 000 soldats américains déployés en Afghanistan. Alors, ce retrait constitue sans doute, et c'est l'un des éléments importants, une victoire pas simplement symbolique pour trois pays, la Russie, l'Iran et la Turquie. Et de plus, cette décision va compliquer la lutte contre l'État islamique encore invaincu. Constituant un véritable saut dans l'inconnu, on pourrait dire, cette décision de Trump qui amplifie la dynamique de retrait progressif des États-Unis du Moyen-Orient déjà entamée sous Obama, va indéniablement renforcer la position des Russes, des Iraniens et des Turcs, à la fois sur le sol syrien, mais on pourrait dire à l'échelle de toute la région. Les Russes, parce que ce départ qu'ils réclamaient depuis des mois et qui empêchera désormais les États-Unis d'être partie prenante de toute éventuelle issue diplomatique à la longue guerre civile syrienne, va leur laisser le champ encore plus libre pour jouer avec leurs lourds équipements militaires, leur aviation, leurs missiles et leurs 63 000 soldats actuellement déployés en Syrie, eh bien, les arbitres de la situation très complexe qui prévaut sur le terrain. Ce qui représente pour eux un évident avantage stratégique en tant qu'acteurs de premier plan dans la région, mais aussi une responsabilité accrue, notamment face aux ambitions hégémoniques des Iraniens, si ces derniers décidaient, comme on le murmure, de profiter eux aussi de ce retrait américain en passant à l'offensive sur le sol syrien. Alors, profitable aussi pour les Iraniens, parce que le départ du petit contingent américain du nord-est syrien supprime le dernier obstacle militaire de terrain qui barrait l'axe routier Iran, Irak, Syrie, Liban, qu'on appelle aussi l'autoroute Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. Une voie terrestre, pièce maîtresse en fait dans la stratégie d'expansion régionale du régime des Mollahs, lui permettant d'acheminer des armes, des munitions et des hommes depuis l'ouest iranien jusqu'à la Méditerranée orientale. Les Turcs aussi sont favorisés par cette décision, parce que ce retrait militaire est en fait discuté quelques jours auparavant directement par Trump et le président Erdogan au téléphone, va beaucoup faciliter l'offensive massive que les Turcs préparent contre les Kurdes, et ce alors que ces derniers étaient le fer de lance, les Kurdes étaient le fer de lance de la lutte contre l'État islamique, et qu'à ce titre, ils recevaient l'appui politique et non pas un appui logistique et non pas politique des États-Unis qui les aidait au plan militaire. Un appui dont ils devront désormais se passer en affrontant cette fois l'armada turque qui semble s'apprêter à les déloger de la rive est de l'Euphrate au nord de la Syrie, dans le but d'en finir avec la menace d'un Kurdistan à leurs frontières. Enfin, cette décision, nous le disions, d'une certaine manière conforte l'État islamique, car il est à prévoir que Daesh profitera du vide politico-militaire, du chaos et de la confusion engendrée par ce retrait américain pour consolider sa réorganisation et sa réémergence, tant en Syrie qu'en Irak. Alors, pour en parler, il y a évidemment des conséquences pour Israël, mais on va justement en parler avec notre invité d'aujourd'hui, Michel Gurfinkel. Bonjour et shalom, merci d'être venu dans nos studios. En quelques mots, vous êtes expert en questions géopolitiques du Moyen-Orient, vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur ces questions, et vous êtes rédacteur en chef émérite de Valeurs Actuelles, que vous avez dirigé pendant de longues années à Paris, et chercheur au think tank américain Middle East Forum. Et donc, nous allons dialoguer ensemble sur différents aspects de ce retrait. Est-ce que vous partagez l'opinion de certains experts qu'on a découvert dans la presse, qu'on a entendu dans les médias, qui ont dit que Trump a déclenché avec cette décision un véritable tremblement de terre, que certains ont même trouvé encore plus grave que l'accord de Vienne qui fut signé par l'administration Obama sur le nucléaire iranien en 2015 à Vienne? Je pense qu'il y a une contradiction fondamentale dans la géopolitique de Trump. Et cette contradiction, en fait, Trump l'avait annoncée dès sa campagne pour l'élection présidentielle en 2016. Et elle est restée présente dans toute son action depuis qu'il occupe la Maison-Blanche. D'un côté, Trump a pris une position très en flèche contre l'Iran, et cela s'est traduit effectivement par le retrait américain de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Cela s'est traduit également par de nouvelles sanctions ou le rétablissement de sanctions extrêmement sévères à l'égard de l'Iran, et par le soutien
tout à fait spectaculaire, renouvelé et amplifié à l'État d'Israël. Sur le plan, on peut dire, politique, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, par exemple, mais aussi sur un plan stratégique plus global, puisque plus que jamais, les États-Unis coopèrent stratégiquement, militairement, technologiquement avec Israël. Donc là, nous avons un premier axe de la géopolitique américaine, annoncé par Trump avant même qu'il ne devienne président et transformé en acte réel à partir du moment où Trump a occupé la Maison-Blanche. Mais en même temps, Trump, dès sa campagne présidentielle, avait lancé le slogan « America First », l'Amérique d'abord. Ce qui veut dire, en gros, si je suis élu, moi, président Trump, je vais en fait réévaluer, réviser tous les engagements internationaux des États-Unis. Et je vais mettre fin à des engagements qui coûtent cher aux États-Unis sans rien rapporter aux États-Unis du point de vue des intérêts américains. Cette seconde attitude semble dominer l'annonce de retrait important, le retrait syrien, mais aussi, ce qui est peut-être encore plus important, le retrait en Afghanistan. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les États-Unis vont se retirer partout, mais il s'agit quand même de dire que beaucoup d'engagements américains qui étaient tenus pour acquis et renouvelés en quelque sorte de manière routinière pourraient être révisés. Vous savez que ce révisionnisme de Trump va jusqu'à remettre en cause l'Alliance Atlantique elle-même. Empressons-nous de dire deux choses à cet égard. C'est que premièrement, il est vrai qu'un certain nombre de, disons, structures fondamentales de la politique internationale et du rôle international des États-Unis méritent d'être réévaluées et que l'OTAN elle-même, l'Alliance Atlantique elle-même, commence à devenir un peu problématique aujourd'hui. Le fait que cette alliance comprenne parmi ses membres une Turquie qui est devenue de manière manifeste un ennemi, en tout cas un élément de désordre et un élément d'insécurité militaire pour les pays européens et donc pour l'ensemble des pays de l'Alliance, ne peut pas être mis de côté plus longtemps. Empressons-nous également de dire qu'il n'y a pas en soi, disons, ni de problème théorique ni de problème pratique à effectuer un retrait si la stratégie le commande. Je voudrais à cet égard rappeler que celui qui a été peut-être le plus activiste des présidents américains dans la deuxième, dans cette partie du XXe siècle qui a suivi le retrait américain du Vietnam, je parle de Ronald Reagan, n'a pas hésité, après s'être engagé massivement au Liban en 1982, de s'en retirer en 1983, quand il a estimé que cela coûtait trop cher aux États-Unis pour trop peu de résultats. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que nous ne pouvons pas être surpris par ce qui se passe maintenant, mais que la contradiction fondamentale qui existait depuis le début au sein de la stratégie de Trump, de la stratégie de l'administration Trump, est devenue tout à fait visible et criante aujourd'hui. Et c'est l'explication, sans doute, de la démission de deux personnalités aussi importantes de l'administration. Est-ce que vous partagez les analyses qui disent que, dans un premier temps, c'est la Russie qui risque d'être consacrée comme le seul, si ce n'est l'un des seuls maîtres du jeu sur le terrain, du fait de ce retrait diplomatique et militaire américain? Absolument, parce que la Russie, premièrement,
est présente en Syrie. La Russie est le protecteur de l'Iran. Quand je dis le protecteur et le fournisseur de l'Iran en matière militaire. La Russie est également, puisqu'elle entretient de bonnes relations avec l'autre partie de la région, c'est-à-dire avec Israël, tout en soutenant les Syriens, les Iraniens, les chiites du Hezbollah au Liban, en même temps, elle peut se poser en arbitre, puisqu'elle est le seul pays qui a le moyen de parler aux uns et aux autres et éventuellement d'exercer certaines formes de pression sur les uns et les autres. Donc actuellement, la Russie est en position dominante dans la région. Elle l'était, il faut bien le dire, avant. Elle était déjà avant le retrait annoncé des Américains. Ce qui mérite réflexion, c'est que à cette position dominante de la Russie s'ajoutent les liens nouveaux, l'espèce de nouveau triangle qui s'est établi entre la Russie et la Turquie d'Erdogan d'une part, et entre la Turquie d'Erdogan et l'Iran d'autre part. Cela renforce apparemment l'emprise globale de la Russie sur la région. Emprise qui peut être directe ou indirecte, mais qui devient maintenant le fait dominant de la géopolitique régionale. Mais est-ce qu'à terme, justement, en ce qui concerne l'influence russe, on ne risque pas, dans la mesure où, comme vous le disiez, il s'apprête et joue déjà un rôle d'arbitre, parlant avec tout le monde, ayant les moyens d'imposer leurs décisions, puisque c'est la force militaire internationale la plus considérable, évidemment, et la seule, finalement, pour l'instant. Est-ce que, à terme, il n'y aura pas, en ce qui concerne justement les rapports entre Téhéran et Moscou, un risque que les velléités hégémoniques des mollahs iraniens heurtent de front la volonté de transiger des Russes, et que certains ont écrit, certaines analyses ont été, avant le retrait d'ailleurs annoncé de Syrie par Trump, certains analystes ont dit qu'on allait à terme, dans le moyen terme, vers sans doute des tensions fortes entre les Iraniens et les Russes sur la question de quelle solution trouver au problème syrien. Oui, on a évoqué cette problématique. D'ailleurs, les Russes eux-mêmes ont laissé entendre qu'ils n'étaient pas toujours contents des décisions iraniennes, qu'ils ne s'identifiaient pas nécessairement à la stratégie iranienne. Les Russes l'ont dit en particulier aux Israéliens. Et ils ont expliqué aux Israéliens, c'est un raisonnement un peu tortueux, mais enfin, ça a été leur raisonnement, qu'il valait mieux qu'ils soutiennent l'Iran ou la Syrie parce que ça leur permettait effectivement d'empêcher des développements trop dangereux de la part des Iraniens dans la région. C'est un raisonnement qui vaut ce qu'il vaut, qui est un peu spécieux. Le vrai problème, à mon avis, pour la Russie, ce ne sont pas les conséquences de ces alliances avec l'Iran ou éventuellement avec la Turquie aujourd'hui, mais le vrai problème, c'est que combien de temps la Russie va pouvoir jouer ce rôle. Et le grand événement actuel au Moyen-Orient, dont on parle peu, mais qui est écrasant, c'est l'entrée de la Chine dans la région. Discrète et massive à la fois. La Chine est entrée effectivement de manière d'abord discrète et de plus en plus massive. Alors on pense, quand on parle d'entrée de la Chine au Moyen-Orient ou dans d'autres régions du monde, on pense d'abord à la pénétration économique. Et la pénétration économique chinoise est devenue effectivement très importante. En Israël notamment. Et même en Israël, n'est-ce pas? Donc très importante. D'ailleurs, l'importance de la pénétration chinoise en Israël et l'importance du développement des relations économiques et technologiques entre Israël et la Chine commencent à poser des problèmes aux États-Unis. Mais les Chinois sont également présents sur le plan strictement militaire.
Premièrement, peu de gens le savent, il y a maintenant une énorme base militaire navale chinoise à Djibouti. Djibouti, les Français pensent à Djibouti comme leur ancienne côte française des Somalies. Il y a toujours une petite présence militaire française à Djibouti. Il y a également une présence militaire américaine, mais les Djiboutiens qui sont très œcuméniques ont également autorisé la mise en place d'une base chinoise qui ne cesse de s'agrandir et qui est en passe de devenir la base principale de la région. Les Chinois ne sont pas seulement à Djibouti. Les Chinois sont maintenant installés, ils ont installé des relais militaires en Méditerranée. Ils sont présents dans toute la Méditerranée orientale. À terme, vous savez ce que disait Eisenhower. Eisenhower disait que la puissance d'un pays, c'était le produit de 3 facteurs. Les 3 facteurs étant la puissance économique, la puissance militaire et le moral, c'est-à-dire le fait qu'un pays est sûr de lui-même. Ce que nous pouvons dire de manière claire aujourd'hui, c'est que la Chine de 2019 est un pays infiniment plus important sur le plan économique que la Russie. On peut dire que le 2019 et le reste du 21e siècle sera certainement sur le plan économique de plus en plus chinois, alors qu'il sera économiquement toujours de moins en moins russe. Démographiquement, la Russie est un pays sous-peuplé par rapport à une Chine considérablement peuplée. Maintenant, la Chine est en train de s'imposer comme très grande puissance militaire. Son budget est toujours inférieur au budget militaire américain, mais a fait un bond en avant considérable. Je pense que pour 2018, le budget chinois valait à peu près entre le quart et le tiers du budget américain. Si la progression actuelle de ce budget se poursuit, il va bientôt se situer à la même hauteur que le budget militaire américain, alors que le budget militaire russe se situe infiniment en arrière. Et cette entrée de la Chine qui s'est faite d'abord de manière discrète et qui est maintenant plus prégnante au plan militaire, en fait, s'appuie sur une stratégie commerciale et économique à long terme qui est le fameux projet de la route de la soie qui prévoit donc à partir du continent chinois, on pourrait dire, de traverser toute l'Asie en direction du Moyen-Orient et en débouchant sur la corne de l'Afrique. Parce que vous parliez de Djibouti, mais les Chinois sont très présents dans toute l'Afrique et notamment dans la partie occidentale. Les Chinois veulent dominer toutes les infrastructures de communication de l'Eurasie. Donc, ils veulent contrôler ce qu'on appelle la route de la soie qui passerait à travers l'Asie centrale, mais qui déboucherait sur la Russie et sur l'Europe proprement dite. Mais il y a une autre route de la soie, la route de la soie océanique, qui, elle, passe par la mer de Chine du Sud, où les Chinois, comme vous le savez, et en violation totale du droit international, consolident leur présence. Ils s'approprient des atolls, des îlots inhabités, et ils y construisent une ribambelle de points d'appui ou de bases militaires. Les Chinois veulent poursuivre cette pénétration navale en prenant le contrôle, et ceci les met en conflit direct avec les Indiens, en prenant le contrôle de l'océan Indien. À terme, ils visent à travers Djibouti la mer Rouge, éventuellement le golfe Persique et la Méditerranée. Donc c'est un déploiement tout à fait important qui est en rupture totale avec le monde que nous avons connu, qui avait été en gros dominé par la puissance américaine jusqu'à présent, y compris au Moyen-Orient, y compris dans l'océan Indien. Mais c'est une situation qui minimise
brise à terme tout ce que les Russes peuvent actuellement entreprendre. Est-ce que vous considérez justement, puisque vous l'évoquez vous-même, que la région qu'on appelle la Méditerranée orientale est devenue, si vous voulez, le centre de gravité des conflits dans cette partie du monde, puisque on parle maintenant de la Chine, il y a aussi des intentions, je dirais, enfin Israël à son niveau a aussi des accords prévus avec la Chine pour peut-être faire une voie ferrée entre Tel Aviv, Ashdod et Eilat qui doublerait le canal de Suez. On a l'impression qu'il y a là un enjeu géopolitique et économique de taille qui va nous occuper lors des 2 prochaines décennies. La Méditerranée n'a jamais cessé au XXe siècle et au début du XXIe siècle d'être une zone d'importance économique et stratégique de tout premier plan. N'a jamais cessé. Ce qui change, c'est, disons, la répartition des zones d'influence et la modification des rapports de force. Actuellement, qu'est-ce que nous voyons en Méditerranée? D'abord, nous voyons que la Turquie, qui était un pays, disons, de stabilité et de statu quo dans la région, il y a eu quand même une exception notable qui a été l'invasion de Chypre en 1974, mais dans l'ensemble, la Turquie avait une attitude quiétiste par rapport à la région méditerranéenne. Aujourd'hui, la Turquie a une politique extrêmement activiste, non seulement au Moyen-Orient, vers la Syrie, vers le Kurdistan autonome. La Turquie n'a toujours pas réglé son problème kurde, comme nous le savons, mais la Turquie également a une politique activiste, une politique de déstabilisation dans les Balkans. Et il n'y a donc aucune surprise au fait qu'un axe géopolitique soit actuellement en constitution qui réunit Israël, les pays helléniques, c'est-à-dire Chypre et la Grèce, mais également, depuis quelque temps, l'Italie. C'est un développement très important. Les Russes sont revenus en Méditerranée, ils se sont appuyés comme autrefois les tsars, sur les pays orthodoxes. Donc les Russes ont beaucoup flirté avec les Grecs. Les Russes ont soutenu les Serbes dans les conflits des années 1990. Les Russes sont très présents à Chypre, sur le plan financier et économique. La France, l'Angleterre, les différents pays européens sont également présents dans la région. À cela s'ajoute le problème, évidemment, des migrations vers l'Europe qui passe par la Méditerranée dans une très grande proportion. Est-ce que, pour en revenir à notre réflexion sur la décision de retrait américain de Syrie, il y a finalement des conséquences, nous l'évoquions tout à l'heure, à la fois une sorte de réhabilitation indirecte du régime d'Assad, qui est quand même un régime despotique et meurtrier, qui a maté la rébellion sunnite avec des centaines de milliers de morts et finalement une réhabilitation qui paraissait impensable il y a quelques mois, d'une part, et d'autre part, il y a aussi un aspect moral, j'allais dire, avec un autre, cette fois-ci un allié des États-Unis, enfin un allié militaire et pas forcément politique, ce sont les Kurdes. Est-ce que cette décision qui a été prise pour des raisons de réel politique et d'intérêt américain, nous l'évoquions, n'est pas au plan moral concernant Assad, et donc le fait que ça remet en selle cette fois-ci le régime Assad. J'ai lu comme vous des analyses disant que maintenant la question de la lutte pour le pouvoir en Syrie était carrément était presque réglée, et d'autre part les Kurdes qui risquent à nouveau d'être balayés par une offensive turque. Est-ce que c'est pas quand même un lâchage quelque part immoral? Les Kurdes ont été en fait abandonnés il y a déjà, si ma mémoire est bonne, ils ont été abandonnés il y a 2 ans.
lorsque, sous le prétexte de combattre Daesh, en fait, on a permis aux Irakiens officiels de reprendre position dans des territoires qui avaient été plus ou moins contrôlés par les Kurdes dans les années précédentes. Or, à ce moment-là, rien n'a été fait pour contraindre les Irakiens à ménager les Kurdes. Donc le début de l'abandon des Kurdes date de ce moment-là. Je voudrais vous dire ici quelque chose qui surprendra beaucoup de gens et je dis tout de suite que énormément d'experts ne seront pas d'accord avec moi, mais moi personnellement, j'ai eu des doutes sur Daesh depuis le début. Lorsque vous considérez que Daesh, c'était une alliance, ça a fonctionné comme une alliance d'anciens officiers sunnites de Saddam Hussein formés en Russie et de réseaux djihadistes divers, issus en réalité de Al-Qaïda, on peut se demander s'il n'y a pas eu, dès le début dans Daesh, et notamment dans les aspects les plus provocateurs de Daesh, s'il n'y a pas eu une manipulation russe. Une manipulation russe qui a permis en Syrie de sauver le régime Assad et qui a permis également aux Iraniens de progresser dans la région, de neutraliser les Kurdes et qui a permis à terme également de créer des liens avec les Turcs qui sont obsédés par le péril kurde. On peut se poser toutes ces questions. Il y a beaucoup d'éléments sur les méthodes stratégiques qui ont pu être employées par Daesh dans le bref moment où Daesh semblait être un État et une armée en gestation, qui indiquent de manière très claire une influence russe. Et est-ce que, pour en revenir aussi à ce retrait américain, qui était notre point de départ pour ces réflexions en fait tous azimuts sur la situation géopolitique de la région, de la grande région, est-ce que cette décision ne va tout de même pas peser dans l'augmentation de la méfiance des alliés des États-Unis, l'Arabie saoudite entre autres, qui avait été déjà mise en défiance par certaines attitudes d'Obama, notamment vis-à-vis de l'Iran. Est-ce que puisque finalement c'est l'une des raisons invoquées par Mattis pour sa démission, c'est que les États-Unis trahissent leurs alliances? Oui, c'est très important, et pas seulement au Moyen-Orient. Dans tous les pays du monde où l'on tenait comme un acquis le respect américain de la parole donnée en matière stratégique, dans tous ces pays, on commence à s'interroger considérablement. Il y a une différence entre poser des problèmes et dire qu'il faut, par exemple, réévaluer les alliances ou les réorganiser, et procéder à des retraits unilatéraux comme le fait actuellement Trump. Donc, l'onde de choc ne touche pas seulement l'Arabie saoudite ou d'autres pays du Moyen-Orient, elle va toucher également des pays d'extrême-orient, et bien entendu, elle touche une Europe qui est, il faut bien le dire, de plus en plus démoralisée et de plus en plus incapable de repenser une stratégie propre. Le vainqueur, à terme, à mon avis, s'il doit y en avoir un, le plus plausible, ce sont les Chinois. Si les Chinois disent aujourd'hui aux Saoudiens, aux pays du Golfe, écoutez, nous comprenons vos problèmes, nous n'avons pas l'intention de vous laisser vous faire manger ni par les Iraniens ni par les Russes. Il viendra le moment où ces pays vont se tourner vers la Chine. Il viendra le moment où, en matière... mais ils le font déjà avec le pétrole. Ils le font déjà, mais disons, ce qui est pour l'instant des relations purement commerciales peuvent se transformer en relations et commerciales et stratégique. Ce serait logique du point de vue des intérêts chinois, ce serait logique du point de vue des intérêts des pays de la région.
c'est à mon avis, une des grandes raisons pour lesquelles l'Arabie saoudite d'une part et les pays du Golfe de l'autre, actuellement se rapprochent d'Israël. On dit généralement que ces pays se rapprochent d'Israël à cause de la menace iranienne. C'est très vrai. Mais ces pays, depuis longtemps, quand même, se sont dit, nous avons quand même un pays d'Israël qui ne nous menace pas réellement, nous. Il y a les Palestiniens, mais les Palestiniens nous ont embêtés et ont été très négatifs vis-à-vis de nous. Dans le Golfe, par exemple, au Koweït, on se rappelle le rôle de la diaspora palestinienne lors de l'invasion du Koweït par l'Irak. C'est resté dans les mémoires. Donc, les Israéliens sont là, ne sont pas nos ennemis, peuvent nous apporter beaucoup, peuvent nous aider à renforcer notre autonomie et notre indépendance. Et aujourd'hui, nous voyons que les Israéliens sont en bons termes avec les Chinois. Donc peut-être qu'en travaillant avec les Israéliens, on peut négocier de manière plus solide avec les Chinois sur l'avenir. Avant-dernière question, concernant justement Israël. Alors en quelques mots, ce retrait américain est-il bon, mauvais, ou comme certains l'ont dit, peut-être ouvre-t-il des opportunités, paradoxalement, pour Israël? En Syrie, j'entends, et dans la région. Ce que l'on peut dire, c'est que ce retrait américain qui remet en question, d'une façon ou d'une autre, beaucoup d'engagements américains, à moins qu'il ne soit corrigé par d'autres mesures à brève échéance. Mais, notamment de tir à distance, il y a des problèmes majeurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être évoquées. Mais enfin, disons que pour Israël, la première conséquence, c'est que, évidemment, il renforce en Israël ceux qui disent que la sécurité stratégique du pays est un impératif absolu et passe avant toute considération de règlement politique des relations avec les pays voisins. Donc, en gros, la thèse d'un maintien à 100% de la puissance, du contrôle militaire et stratégique israélien en Cisjordanie ou sur le Golan est renforcée par le facteur maintenant d'instabilité qui est apparu dans les positions américaines. Vous retirez les garanties américaines, les accords d'Oslo n'ont plus de sens. Vous retirez les garanties américaines, la plupart du reste de l'architecture dite de paix au Moyen-Orient tombe également. Donc, effectivement, cela renforce ceux qui, en Israël, pensent que la sécurité militaire, maintenant, passe avant les considérations politiques, quelles qu'elles soient, dans l'ensemble de la région. Ce qui pourrait pousser Israël à non seulement continuer, mais à amplifier ses actions de raid contre les positions iraniennes et en Syrie. Les Israéliens ont déjà commencé à prendre des initiatives dans ce sens. Il y a une sorte d'accord plus ou moins explicite entre les Russes et les Israéliens, ponctués par des crises de mauvaise humeur de la part des Russes. C'est un jeu très compliqué. On ne sait pas combien de temps on pourra continuer à jouer ce jeu. Il y a beaucoup d'inconnues, effectivement, qui ont été ouvertes. Dernière réflexion, en forme de question, mais une réflexion pour finir. Est-ce que indirectement, le fait qu'on réhabilite, on consacre comme vainqueur de la guerre civile syrienne le régime Assad, bon, certes appuyé par les Russes et les Iraniens, mais c'est tout de même Assad qui sort son épingle du jeu alors qu'il était vraiment au bord du gouffre il y a 2 ans. Est-ce que cette réhabilitation, à part le côté immoral qu'elle peut avoir, et donc liée au retrait américain, ne consacre pas d'une certaine manière, en élargissant la photo, si j'ose dire, et
le focus. Eh bien, est-ce que ça ne consacre pas l'échec du soulèvement des masses arabes, puisque au départ, je me souviens que Assad avait fait une interview alors que son pays était encore à l'abri en janvier-février 2011 des émeutes, en disant que la Syrie ne sera jamais prise dans le tourbillon de ce qu'on avait appelé les printemps arabes. Et puis elle a été engouffrée, elle est même devenue le centre même de l'instabilité au Moyen-Orient, d'aucuns disant que c'est par la résolution ou la non-résolution du problème syrien que cette situation d'instabilité va durer peut-être sur une décennie. Est-ce que maintenant que le retrait américain précipite un certain nombre de facteurs, est-ce que ça ne consacre pas de manière, j'allais dire, presque terminale, l'échec des soulèvements des... Il n'y a jamais eu de printemps arabe en Syrie. Jamais. Ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de manifestation de masse. Un soulèvement sunnite, en fait. Il n'y a jamais eu de manifestation de masse à Damas. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas eu de printemps arabe. La Syrie, comme vous savez, est un pays composite. C'est un pays où il y a plusieurs communautés, il y a même plusieurs langues. Ces communautés se considèrent en réalité comme totalement étrangères les unes aux autres. Elles ont subi la domination d'une communauté, la communauté alawite, laquelle était alliée pour des raisons de réel politique avec les communautés chrétiennes et avec un certain nombre de minorités, mais c'était une alliance sans enthousiasme. Ce système s'est effondré, mais il n'y a pas eu rejet par les alaouites syriens, qui étaient le cœur du système Assad. Il n'y a pas eu de révolte des masses alaouites contre un régime Assad, pourtant notoirement corrompu. Mais le problème n'était pas là. Le problème n'était pas là du tout. Le problème, c'est que le contrôle des autres communautés s'est effondré, et donc il y a eu une révolte sunnite et une autonomie. En gros, je simplifie beaucoup, une autonomie des Kurdes. Ce qui peut se passer maintenant, évidemment, alors, on parle d'une victoire d'Assad. Assad, sa victoire, c'est qu'il n'est pas mort. Voilà, c'est ça sa victoire. Il aurait pu disparaître, mourir. Il a été sauvé, il est toujours là. Mais pour l'instant, il ne contrôle pas la Syrie. Et s'il contrôle demain la Syrie, ce sera par l'entremise, soit des Iraniens, soit des Turcs qui, d'une manière ou d'une autre, liquideront les régions, notamment l'est du pays, qui actuellement est toujours contrôlé par les Kurdes. Donc, il ne pourra le faire que par les Iraniens ou par les Turcs. La vraie question aussi, c'est combien de temps les Iraniens et les Turcs vont-ils coopérer? On pense à la coopération des Russes et des Allemands en 1939 pour dépecer la Pologne, mais... ça n'a tenu qu'un temps. Ça n'a tenu qu'un temps, voilà. Merci Michel Gurfinkel pour tous ces éclaircissements. On se retrouve dans quelques secondes pour notre revue de la presse régionale arabe. Merci, à bientôt. Merci. Donc quelques extraits de la presse arabe régionale, tout d'abord avec le journal saoudien Ashraq el-Awsat, qui évoque l'héritage selon lui très positif du 41e président américain Herbert Walker Bush, qui est décédé le 1er décembre dernier. Et voilà ce que dit l'éditorialiste Abdelrahman Al-Rached. Ce président, qui est resté à la Maison-Blanche pour un seul et unique mandat de 4 ans, a eu un impact très important sur le Moyen-Orient. Il est entré en fonction à une époque très difficile dans le sillage de la chute de l'Union soviétique et de l'imminence de la guerre entre l'Irak et le Koweït. Tout comme le roi Fahd d'Arabie Saoudite, Bush était un homme de grand courage, écrit cet éditorialiste. Ces deux hommes étaient déterminés à stopper les ambitions expansionnistes dans la région de Saddam Hussein, et malgré des avis défavorables chez eux comme à l'étranger, ils décidèrent de lancer une offensive militaire contre l'Irak. Or, s'ils ne l'avaient pas fait, il est très probable que le Koweït aurait disparu de la carte du Moyen-Orient en devenant un protectorat irakien utilisé par Saddam pour déstabiliser les pays arabes du Golfe et ruiner les intérêts américains dans la région. Mais, constate Al-Rached, l'opinion publique américaine n'a jamais considéré que Bush fit preuve d'un grand leadership dans sa décision de lancer cette guerre, si bien qu'il n'a jamais bénéficié du crédit qui lui revenait pourtant, d'autant que le public américain restait encore traumatisé par la guerre du Vietnam. Mais à juste
titre, Bush n'en tint pas compte. Il insista pour faire ce qu'il fallait faire pour sa propre nation et ses propres alliés, des choses qu'il est trop facile d'oublier avec le temps qui passe. Petite allusion sans doute au retrait américain dont nous venons de parler. Il ne faut surtout pas laisser la propagande radicale de certains milieux tiers-mondistes effacer ces grandes réalisations, ni le rôle déterminant joué ces années-là par les États-Unis dans le monde en général et au Moyen-Orient en particulier. Car, sans de grands leaders comme Bush, notre région se serait retrouvée dans un état de guerre encore plus terrible qu'aujourd'hui. L'histoire de ce 41e président des États-Unis s'est ainsi retrouvée jumelée et même tissée avec notre propre histoire collective. Voilà pourquoi, conclut cet éditorialiste, il est important d'honorer sa mémoire, non pas pour romantiser la personnalité de ce leader, mais pour le remercier de son rôle et de son héritage dans la protection de l'Arabie saoudite et des pays arabes modérés du Moyen-Orient. Fin de citation. Autre journal cité dans cette revue, c'est le journal en langue arabe publié à Londres, qui s'intitule, dont le titre est Al-Arabi Al-Jadid, qui s'intéresse quant à lui à ce qui se passe dans les prisons du président syrien Bachar. Et voilà ce que déplore le spécialiste des affaires régionales, Amer Kouch. Il dit ceci. Il écrit ceci. Les organisations humanitaires semblent s'intéresser de très près à la difficile situation des réfugiés syriens, mais personne ne se préoccupe trop de ce qui se passe dans les terribles prisons du régime Assad. Ainsi, au cœur de la prison de la grande ville de Hama, au centre du pays, qui est l'un des lieux les plus connus de la torture en Syrie, de nombreux dissidents ont été torturés à mort et exécutés sans avoir jamais été jugés normalement. Et il est pathétique de savoir que certains d'entre eux ont tenté, mais rarement réussi, à faire passer à l'extérieur des enregistrements sonores de leurs témoignages afin d'attirer l'attention du monde sur les terribles abus qu'ils endurent tous chaque jour. Or, remarque ce spécialiste, sans organisme international qui les protégerait et en l'absence de tout système légal pour défendre leurs droits, ces hommes et ces femmes, dont le seul crime fut de protester contre le régime Assad, n'ont pas d'autre choix que de continuer à souffrir, avec comme espoir la mort pour évasion. Systématiquement privés d'eau et de nourriture, la plupart de ces individus subissent en plus d'interminables tortures physiques et psychologiques. Comme beaucoup d'autres centres carcéraux syriens, cette prison de Hama servait déjà, avant la guerre civile démarrée en 2011, de centre de détention pour les dissidents du régime, et elle fut ensuite transformée en haut lieu de torture contre les opposants anti-Assad. Mais avec le temps, écrit donc toujours ce spécialiste, elle est devenue une sorte de camp de concentration dans lequel les détenus sont sans cesse tourmentés, torturés, puis tués, comme on le faisait naguère dans les camps de concentration nazis de la Seconde Guerre mondiale. Figurant dans un rapport déjà publié en 2014 avec des photos montrant l'assassinat systématique de quelques 11 000 détenus par le régime Assad, ces tristes témoignages ne constituent que la pointe de l'énorme iceberg de la torture en Syrie, car le pire se déroule derrière des portes closes, d'autant qu'on a recensé depuis 7 ans de guerre civile plusieurs centaines de milliers de personnes ainsi incarcérées, torturées, puis assassinées. Et Amer Kouch de conclure, il est impensable que les leaders de la planète qui disent agir dans l'intérêt du peuple syrien aient à ce point négligé ce crime majeur, alors qu'Assad a ainsi fait assassiner des propres centaines de milliers de gens parmi ses citoyens, pas le moindre petit doigt ne s'est levé pour les condamner et stopper ce crime atroce. Fin de citation. C'est la fin de notre magazine, le premier de cette année 2019. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.